Mes chers élèves, les abonnés à ma chaîne Labo SVT, bienvenue à cette séance consacrée à l'unité de la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs, chapitre de la reproduction chez les êtres vivants, un programme de la deuxième année collégiale internationale. Pour télécharger les animations utilisées dans cette séance, visitez les liens en dessous de la vidéo. Mes chers élèves, vous savez bien que les agriculteurs sèment les graines des céréales et des légumineux qui poussent des plantes et qui fleurissent plusieurs fleurs. Ces derniers produisent des dizaines de quintaux de graines. Ces graines sont vendues pour la consommation et une partie de ces graines sera semée à nouveau. Mes chers élèves, vous remarquez sans doute que pendant l'été, les herbes sèchent et disparaissent dans la cour de votre établissement par exemple, ou dans les champs. Mais au printemps suivant, les champs se verdissent et sont envahis par d'innombrables herbes qui poussent et peuplent ces champs. Alors quelle est l'origine de ces herbes ? Vous allez répondre sans doute que ces herbes sont issues des graines produites par les herbes de l'an dernier et qui se sont dispersées sur le sol puis germées après les précipitations. Mes chers élèves, il faut signaler que quelques plantes se reproduisent aussi par des organes végétaux, en plus des graines. Cette reproduction est nommée multiplication végétative, que l'on va aborder dans une prochaine séance. Mes chers élèves, après ces observations, vous concluez donc sans doute que les plantes à fleurs se disséminent et se reproduisent pour peupler les milieux avec des graines qui sont issues des fleurs. Alors, quels sont les constituants des fleurs et comment se forment les graines? Pour répondre à ces questions, on va réaliser les activités suivantes. Mes chers élèves, à travers cette première activité, on va découvrir quels sont les constituants des fleurs. En réalisant la dissection virtuelle d'une fleur type. Faites la dissection de cette fleur et répondez aux questions suivantes. Et quels sont les constituants de cette fleur? Et quel est le rôle de chaque constituant? Vous allez répondre sans doute que cette fleur est constituée par un pédoncule floral qui supporte la fleur, des sépales verts qui protègent la fleur et qui forment ensemble le calice, des pétales qui forment ensemble la couronne, attirent les insectes comme on le verra dans une activité prochaine. Les étamines. Chaque étamine est constituée d'un filet et d'une anthère. Un pistil central est constitué du stigmate, un stylet et de l'ovaire. Alors, quel est le rôle des étamines et du pistil? Mes chers élèves, et maintenant on va découvrir le rôle des étamines et du pistil en réalisant une coupe longitudinale dans la fleur des moutards des champs. Observez cette coupe agrandie et répondez aux questions suivantes. Qu'observez-vous dans l'anthère des étamines? Quel est le rôle des étamines donc? Qu'observez-vous dans l'ovaire du pistil? Quel est le rôle du pistil donc? Mes chers élèves, vous allez répondre sans doute que nous observons dans l'anthère une poudre jaune constituée des graines de pollen. Une observation microscopique du grain de pollen montre que celui-ci contient un gamète mâle nommé entérozoïde. Donc les étamines produisent des gamètes mâles. Ce sont des organes sexuels mâles dans la fleur, alors que l'ovaire contient des ovules. Ces ovules sont des gamètes femelles. Alors donc le pistil est un organe femelle. Mes chers élèves, comme récapitulation, les constituants de la fleur du cerisier par exemple sont un pédoncule floral, 5 sépales verts, 5 pétales blanches, une dizaine des étamines qui sont des organes sexuels mâles qui libèrent des graines de pollen contenant des gamètes mâles, un pistil central qui est l'organe sexuel femelle contenant un ovule et qui est le gamète femelle, comme on l'observe dans ce schéma. Alors quelle est l'importance des étamines et du pistil dans les fleurs? Mes chers élèves, à travers cette activité, on va découvrir l'importance des étamines et du pistil dans la formation du fruit et de la graine dans la fleur du cerisier par exemple, en analysant les expériences suivantes. Dans cette première expérience, on couvre une fleur de cerisier avec un sachet transparent. Après 15 jours, le pistil se fane et il n'y a pas formation de la graine ni du fruit. Mes chers élèves, comment expliquer ce résultat donc? Vous allez répondre sans doute que le sachet a empêché le transport des graines de pollen des autres fleurs du cerisier vers cette fleur et qui n'est pas fécondée donc. Dans la deuxième expérience, on frôle un pinceau sur les étamines d'une fleur de cerisier.
Et puis on frôle ce pinceau sur le stigmate d'une autre fleur de cerisier. On constate après 15 jours que le pistil se transforme en fruit contenant la graine. Mes chers élèves, comment expliquer donc vos résultats? Vous allez répondre sans doute que lorsqu'on a frôlé le pinceau sur les étamines de la première fleur, des grains de pollen sont transportés et déposés sur le stigmate de la deuxième fleur. Après la fécondation, le pistil s'est transformé en fruit contenant la graine. La troisième expérience, on arrache les étamines d'une fleur de cerisier. Puis on passe le pinceau sur le stigmate de cette fleur. Puis on frôle ce pinceau sur le stigmate d'une autre fleur de cerisier. Après 15 jours, le pistil se fane et il n'y a pas formation de fruits ni de graines. Mes chers élèves, comment expliquer le résultat de cette expérience? Vous allez répondre sans doute que le pinceau n'a pas transporté des grains de pollen, vu qu'on a arraché les étamines. Quatrième expérience, on frôle le pinceau sur une fleur de poirier. Et puis, on frôle ce pinceau sur le pistil d'une fleur de cerisier. Après 15 jours, le pistil de cerisier se fane et il n'y a pas formation de fruits ni de la graine. Mes chers élèves, comment expliquez-vous ce résultat? Vous allez répondre donc sans doute que les grains de pollen transportés sur le stigmate de la fleur du cerisier sont d'une autre espèce, qui est le poirier. Ne féconde pas le pistil du cerisier donc. Mes chers élèves, on conclut donc que le transport des grains de pollen des étamines vers le stigmate est nécessaire pour la fécondation et la transformation du pistil en fruit contenant des graines. Alors, comment les grains de pollen sont transportés des étamines vers les stigmates? Mes chers élèves, observez cette photo, répondez aux questions suivantes. Quelle est cette poudre blanche à coller sur les pattes et le corps de cette abeille? Comment appelle-t-on cette étape dans la reproduction des plantes à fleurs? Mes chers élèves, vous allez répondre sans doute que cette poudre jaune à coller sur le corps de l'abeille, ce sont des grains de pollen. Donc, les grains de pollen sont transportés d'une fleur à une autre par les insectes comme les abeilles, ou bien par le vent, ou bien par d'autres facteurs comme l'eau et les oiseaux. Mes chers élèves, ce transport est nommé la pollinisation. Et maintenant, mes chers élèves, on va découvrir dans cette activité comment les abeilles transportent les grains de pollen. Observez cette animation et répondez aux questions suivantes. Pourquoi les abeilles visitent les fleurs? Que se passe-t-il lorsqu'une abeille se dépose sur une fleur? Vous allez répondre sans doute que les abeilles visitent les fleurs pour butiner le nectar. Mais lorsqu'elles frôlent les étamines, les grains de pollen se collent sur les pattes et le corps de cette abeille. Lorsque celle-ci visite une autre fleur, ces grains de pollen tombent et s'accolent au stigmate et qui sécrète un liquide collant. Mes chers élèves, le transport des grains de pollen d'une fleur à une autre fleur est nommé pollinisation croisée ou indirecte. Mais lorsque les grains de pollen sont transportés des étamines vers le stigmate d'une même fleur, il s'agit d'une pollinisation directe. Alors, quelles sont les caractéristiques des fleurs qui sont pollinisées par les insectes et ceux qui sont pollinisés par le vent? Mes chers élèves, observez ces photos et comparez les fleurs qui sont pollinisées par les insectes à droite et les fleurs qui sont pollinisées par le vent à gauche. Mes chers élèves, vous allez répondre donc sans doute que les fleurs qui sont pollinisées par les insectes sont de grande taille, visibles, avec des couleurs vives, attractives, et produisent du nectar, attirent les insectes, produisant des grains de pollen collants. Alors que les fleurs qui sont pollinisées par le vent sont suspendues en chaton, avec des pédoncules souples qui sont ébranlés facilement par le vent, ce qui entraîne la dispersion des grains de pollen dans l'air. Ces fleurs produisent des grains de pollen de petite taille, possédant des structures comme des ailes, facilitant leur transport par le vent. Elles produisent des grains de pollen en très grande quantité pour augmenter leur chance d'atteindre le pistil. En effet, ces grains de pollen peuvent constituer une nuée sur les arbres qui sont pollinisés par le vent au printemps, comme le montre cette photo.
Et maintenant, on va découvrir le devenir des grains de pollen sur le stigmate en analysant l'expérience de Molish. Mes chers élèves, décrire cette expérience. Quel est le résultat de cette expérience? Que concluez-vous donc? Comment appelle-t-on cette étape dans la reproduction des plantes à fleurs? Mes chers élèves, vous allez répondre sans doute. On découpe le stigmate d'une fleur. On dépose ce stigmate dans un milieu nutritif. Et puis, on dissémine les grains de pollen de cette fleur autour du stigmate sur le milieu nutritif. Après quelques jours, on observe que chaque grain de pollen germe un tube, nommé tube pollinique. Ces tubes polliniques se dirigent vers le stigmate. Mes chers élèves, cette étape de la reproduction des plantes à fleurs est nommée germination des grains de pollen. Alors, quel est le rôle du tube pollinique dans la fécondation chez les plantes à fleurs? Mes chers élèves, et maintenant on va découvrir comment se fait la fécondation chez les plantes à fleurs. Observez cette animation et décrire comment se fait la fécondation chez les plantes à fleurs. Vous allez répondre sans doute que les grains de pollen sur le stigmate produisent le tube pollinique qui pénètre dans le stylet et l'ovaire. Ce tube pollinique transporte le gamète mâle du grain de pollen vers l'ovule. Puis le gamète mâle fusionne avec le gamète femelle. C'est la fécondation. Après la fécondation, l'ovule se transforme en zygote et se transforme en graine. Alors quel est le devenir des autres parties de la fleur après la fécondation? Mes chers élèves, observez cette animation et répondez aux questions suivantes. Quel est le devenir des ovules, de l'ovaire, des étamines, des sépales et des pétales après la fécondation? Comment appelle-t-on cette étape après la fécondation? Vous allez répondre sans doute que l'ovule se transforme en graine, l'ovaire se transforme en fruit, les sépales restent accolés au fruit, les pétales et les étamines fanent et tombent. Cette étape est nommée la fructification. Cette animation montre les constituants d'un fruit comme la pomme par exemple. Mes chers élèves, vous êtes arrivés à la fin de cette séance. La séance prochaine sera consacrée au devenir des graines. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, comme j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.